Et voilà. Donc, Manon, je redis un peu là où on en était. Le premier atelier, on a vraiment vu comment faire des économies d'énergie et d'eau à la maison. Donc, c'est vraiment sur le contenu. Et aujourd'hui, on s'attelle à comment organiser un atelier collectif autour de ces sujets-là. Je vous ai envoyé par mail un fichier qui peut servir de prise de notes, soit si vous pouvez imprimer, soit en recopiant juste le tableau qui montre le déroulé type, on va dire, d'un atelier. Mais je vais remonter juste sur cette diapo-là pour qu'on l'ait. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà. Et je vais remonter. Voilà. Voilà. Oh, je vais trop loin. Le déroulé type sur lequel on travaille, Manon, c'est ces 4 étapes. Une étape d'inclusion, démarrage de l'atelier, tour de table, tout ça. Atelier pratique, c'est là où on en était. Envisager le changement pour amener les gens, pas juste à repartir avec de l'info, mais aussi se poser, réfléchir à nouvelles habitudes qu'ils vont prendre, qu'ils vont mettre en place chez eux. Et puis, ce qu'on appelle l'éclusion, c'est bien clore l'atelier en faisant une évaluation, en remerciant, et on ne voit pas sur la diapo, prendre le temps pour vous de débriefer en tant qu'animateur avec un autre animateur ou en tout cas quelqu'un qui joue le rôle de quelqu'un qui vous écoute. Donc, ce que je vous proposais pour prendre des notes, c'était ce tableau-là, Manon, la partie du bas, là. Donc, pour chaque étape, inclusion, atelier, et envisager le changement et déclusion, quel type d'animation je souhaite mettre en œuvre, chacun d'entre vous, et quel support je vais utiliser parmi ceux qu'on vous propose, parce qu'on brosse pas mal de supports qu'on peut vous mettre à disposition après. Je lève la tête parce qu'on a mis un écran, là, je reprécise, c'est assez horrible maintenant, je me vois, mais du coup, je regarde tout ça là-haut. Voilà, je ne sais pas si Manon, je peux passer aux autres diapos par rapport au tableau, c'est bon? Ouais. Oui, c'est bon. On enchaîne. Donc, on avait vu, hop, vite fait là, la partie inclusion sur l'atelier pratique qui est le cœur de l'atelier. Les différentes options. Zut, encore quelqu'un. Pof, pof, pof. J'ai l'impression, ouais. Mince. J'ai pas ma fenêtre des participants, elle a disparu. Bien. Attends, en haut, tu sais, là, il y a marqué participants à côté de sondage. Là. Ah oui. Ah, mais c'est toi. Ah, c'est moi. Je suis désolée. Une fausse joie. Donc voilà, on a le jeu. Manon, il faut que tu fermes. On pourra t'expliquer plus tranquillement une autre fois. La pyramide des consos qui est un gros panneau en plus d'un flyer. L'exposition sur les gestes simples. Il y a du matériel de l'ADEME, c'est des infographies et un quiz en ligne. Et donc, tout ce qui consiste à vraiment tester du matériel à manipuler, à faire des essais de changement de mousseur, de changement d'ampoule, utiliser un wattmètre, une prise programmable, etc. En sachant que voilà, il y a une mémoire dans l'expérience, dans le fait d'avoir fait avec ses propres mains. L'étape suivante, c'est du coup un temps de réflexion pour permettre d'envisager le changement. Alors là, je vous propose plusieurs idées d'animation. Donc, celui que j'ai mis en 2 post-it vert et rouge, c'est un petit échange. On donne des post-it donc de ces couleurs-là aux participants, s'ils sont à l'aise avec l'écrit. On écrit ou on dessine sur un post-it vert le geste dont on a parlé, mais que nous, on fait déjà de façon super naturelle. C'est facile, c'est évident pour moi. Et sur un post-it rouge, alors là, celui-là, oui, je l'ai mis en tête, mais j'y arrive pas. C'est un geste que je ne peux pas mettre en œuvre. J'ai un blocage quelque part, j'en sais rien, ou il me manque quelque chose pour y arriver.
ça permet d'une part d'échanger là-dessus, de voir que tout le monde a son petit geste qu'il adore et c'est pas forcément le même que moi. Et à l'inverse, tout le monde a des gestes qui sont plus difficiles à mettre en œuvre. Et on peut éventuellement, pareil, selon vos publics, les classer en fonction soit de leur impact. C'est-à-dire, je pense que mon geste fétiche, en plus, il me permet de faire des grosses économies ou pas. Et idem avec le geste cauchemar. C'est un geste que je ne me sens pas de faire, que j'arrive pas à mettre en œuvre, mais il me permettrait vraiment de faire des super économies. Ou en fait, non, c'est pas très grave que je le fasse pas. Ça peut se faire juste à l'oral. Et dans ces cas-là, on vous propose de mettre en place des binômes et que ça soit chacun son tour qui parle. Donc, on va donner un temps. Et pendant 1 minute, il y a une des 2 personnes du binôme qui va dire, voilà, qui va vider son sac par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant. Et dire, ah bah oui, on a parlé de ça, mais moi, ça me paraît trop compliqué. Ou mes ados, ils passent 3 heures sous la douche, je ne sais pas comment les faire changer d'habitude. Et puis, une fois que cette minute est finie, hop, on change les rôles. Il y en a un qui écoute, l'autre qui parle. Ça permet au moins de déposer tout ce qu'on a un peu vécu pendant l'atelier. Et sans perdre un temps fou à faire un tour de table. Parce que si vous êtes une quinzaine, un tour de table où chacun prend la parole 2 minutes, eh ben, ça nous prend une demi-heure. Et ça va vite vous prendre du temps. La petite image qu'il y a à droite, je vous passerai ça aussi. C'est quelque chose qu'on a fait pour justement le logement pédagogique. L'idée, là, c'est de partir sur un visuel et de distribuer cette feuille-là et chacun va choisir une image qui représente le geste qu'il ramène chez soi. Donc, il va pouvoir le découper ou l'entourer ou comme vous voulez, ou le colorier, si ce sont des enfants, pourquoi pas. Et repartir avec physiquement en disant, voilà, moi, la manette de jeu vidéo, je vais me restreindre et plutôt que de faire 3 heures par jour de week-end, j'en ferai plus qu'une demi-heure. Mais pour quelqu'un d'autre, cette manette de jeu vidéo, ça dira peut-être autre chose. Un parent va peut-être vouloir dire, moi, je mets la manette de jeu vidéo parce que je vais mettre le jeu vidéo au placard un week-end sur 2. Je dis n'importe quoi, mais ça permet une libre interprétation. On n'est pas coincé sur une liste de gestes, en fait. C'est surtout ça. Voilà, et on a sur le document que je vous enverrai, il y a la même chose pour l'eau et pour l'éco-conso, à toutes fins utiles. Donc, sur la dernière étape, vous avez besoin d'évaluer un peu ce qui s'est passé pendant cet atelier. Et je vous propose 2 supports. Un support très artisanal à gauche, de vous créer quelques affirmations positives. Et les gens vont aller poser une noisette, un pion, une bille, ce que vous voulez dessus. Et ça vous donne une jauge. J'ai fait une fois aussi avec des verres et puis les gens mettaient des billes dans le verre qui correspondait à quelque chose qui était vrai pour eux. Et l'autre image à droite, c'est donc la brochure dont on a parlé déjà la dernière fois, qui en s'ouvrant devient un poster. Donc, une brochure qui est à votre disposition quand vous voulez. Donc, il y a tout un tas d'infos intéressantes et puis poster avec tous les gestes. Et si vous voyez la différence avec la diapo, c'est que sur la diapo, il y a des gommettes. Donc là, ce qu'on leur a demandé en sortant de l'atelier, de l'événement, c'était d'aller poser une gommette sur le geste qu'ils pensaient mettre en œuvre chez eux en partant. Donc, ils pouvaient prendre une gommette sur leur poster et une gommette sur un poster commun que nous, on récupérait à la fin et qui nous fait notre évaluation. C'est-à-dire, à la fin de l'événement, on a des intentions. Alors, évidemment, entre l'intention et la réalité, on ne sait jamais, mais on a en tout cas des intentions sur tous ces gestes-là avec lesquels les gens repartent. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir justement ce petit dépliant version papier? Nous, on a tout ça chez nous. Ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre en contact avec nous lorsque vous avez une date d'atelier pour venir emprunter du coup le matériel dont vous auriez besoin et récupérer les brochures en quantité nécessaire pour vous. Okay. Donc, les brochures, il y a celle-ci et puis également celle-là qui est sans texte. Qui a été designée où vous allez retrouver
comme vous en aurez parlé en atelier, ça devient parlant parce que moi, je pense que de but en blanc, c'est pas forcément tout évident. Mais le fait d'en avoir parlé avant, ça fait un aide-mémoire, on va dire. Voilà, on a ces deux brochures à disposition, plus la pyramide des consos en papier, en léger. Okay. D'accord, merci. D'autres ressources, donc pareil, je peux cliquer dessus. Voilà. Sur ce diaporama, j'ai mis des liens sur les images, donc vous pourrez les retrouver directement en ligne, ces ressources-là. D'une part, des expos et matériels qu'on peut mettre à votre disposition, en plus de la valise spéciale pour vous, entre guillemets. Dans les expos, vous retrouvez celle des gestes simples, mais il y en a d'autres sur d'autres sujets, énergie, climat, on va dire. Et le livret Chez moi bien au chaud, qui a été fait par une autre structure, mais qui est extrêmement complet, à la fois sur qu'est-ce que c'est la précarité énergétique, et vous allez retrouver des informations assez complètes, mais aussi sur des ressources pour en parler avec vos publics. Des photolangages, des jeux, des activités, des expos, etc., des infographies. Donc, c'est à la fois utile pour en savoir plus sur le sujet et pour animer des activités sur le sujet. Ok, là, on va faire une pause question parce qu'après, on passera à la deuxième partie sur les changements de comportement. Donc, j'arrête de partager, comme ça, je vous vois mieux. Hop là, super. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Alors, il y a Antoine. J'avais une question sur les difficultés principales qu'on peut rencontrer dans l'organisation de ces ateliers vis-à-vis des publics, notamment des publics précaires. Quelles sont les difficultés qu'on peut anticiper et comment est-ce que vous faites pour que ça se passe au mieux avec ce public-là? Tu veux répondre? Attends, j'éteins mon micro. Ou alors tu réponds dans mon micro. Oui. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a la difficulté, ça serait peut-être que les personnes, elles peuvent se sentir jugées. Donc, le fait de contourner ça par le jeu et le fait que, du coup, elles se mettent dans la peau, entre guillemets, de quelqu'un d'autre, c'est un peu plus facile. Et vraiment, et le fait également de parler du cadre au début, Maïté a dû vous expliquer aussi qu'en début d'atelier, on parle du cadre et on parle de la bienveillance, l'écoute, on n'est pas là pour se juger, ça va un peu plus libérer leurs paroles. Voilà, moi c'est ça que j'ai ressenti parfois, c'est oh là là, mais c'est l'assistante sociale qui me convoque, qu'est-ce que j'ai fait de mal? En gros. Et donc là, vraiment, puis le fait que l'animateur aussi, alors, il donne des petites choses un peu rigolotes sur lui dans sa vie, en lui disant bah, oh, moi aussi j'ai un ado, bah, il reste longtemps sous la douche, hein, j'ai beau travailler dans une association d'économie d'eau et d'énergie, bah, j'y arrive pas, hein, voilà, on fait comme on peut. Vous voyez, ça permet de déculpabiliser. Oui, après, on en a parlé aussi au début, le fait de valoriser les gestes qu'ils font déjà en proposant un échange de bonnes astuces au démarrage. Ça, voilà, là, il ne faut pas hésiter à souligner, ah ben oui, tiens, j'y avais pas pensé, ou montrer quelqu'un qui dit, enfin, moi j'ai eu un gars un jour qui me dit, bah oui, moi, chauffage à 16 degrés, ça me suffit. Bah, chapeau, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui arriveraient à mettre 16 degrés chez eux, quoi. Alors, évidemment, c'est aussi une question de... J'ai pas le budget derrière, je pense, mais la personne le disait avec beaucoup de confiance et d'affirmatif que ça suffisait largement. Bon, voilà. Après, ces moments-là, c'est... faut, voilà, les voir comme un temps d'échange. Le fait qu'il y ait le café aussi, un truc à grignoter au début, insister sur le côté convivial, peut-être. Après, nous, je pense qu'on fait souvent... des ateliers en passant par un relais qui a un public. Donc, il y a toujours cette question de
comment capter son public. Et je pense que c'est toujours, pour nous, c'est toujours important de le faire en lien avec d'autres partenaires comme vous êtes vous tous, quoi. Voilà. Vous avez votre propre public, nous, on ne l'a pas forcément à la base. Est-ce qu'il y en a qui veulent compléter par leur propre expérience ou aborder d'autres questions? Antoine. Désolé, je ne veux pas monopoliser la parole, mais la brochure Chez moi, bien au chaud, elle peut amener à parler de situations de précarité énergétique. Et je me demandais, c'est peut-être une question collective qu'on peut se poser, c'est comment, suite à cet atelier, quand on a repéré une personne qui semble être en situation de précarité énergétique, comment est-ce qu'on peut la diriger ou l'inciter en fait à agir pour essayer de résoudre son problème, ou à solliciter les bonnes aides ou les bons acteurs? Ouais. Alors, déjà, ça m'évoque deux choses. Ça m'évoque, on aimerait organiser un atelier en présentiel, spécifiquement là-dessus, un peu sur ces notions un peu de diagnostic de la précarité énergétique sur la base de différentes questions qui permettraient au travailleur social de voir si la personne est dans cette situation-là. Et donc ça, c'est une première chose déjà. Et après, effectivement, si vous repérez une situation comme ça, vous pouvez la renvoyer vers nous. Donc, vous avez toujours nos coordonnées. Et nous, on peut ensuite les mettre en relation, en gros, avec le seul opérateur à ce jour dans le Rhône qui travaille sur la précarité énergétique du point de vue des locataires, c'est l'association Solia. Voilà, donc faire connaître ce dispositif, ça peut remonter chez nous par nos conseillers information énergie ou directement par nous. Moi, si vous passez par moi, c'est bon. Solia, S-O-L-I-A ou... S-O-L-I-H-A. Ok, merci. Ouais. Ouais, si tu trouves le site peut-être en parallèle. D'autres questions? Non. J'ai oublié de vous présenter 2-3 autres jeux, donc juste pour que vous sachiez qu'on a également un tabou de l'énergie. Il y a un jeu des 7 familles sur les énergies qui est assez sympatoche aussi. Enfin, voilà, ça fait des petits jeux en plus pour rester sur la thématique énergie, où tout le monde connaît les règles. Et il y a une série de cartes aussi qui va, vous avez vu, c'est la même charte que l'expo, et avec laquelle on peut faire différents jeux, à savoir le Time's Up, Unanimo, Bluff, Pyramide. Et ce qui est intéressant de ce jeu de cartes, c'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau adulte, ado et enfant sur les cartes, ce qui fait qu'on peut adapter soit à son public, soit jouer en intergénérationnel, mais sans qu'il y ait un public qui se sente lésé ou favorisé. Je vous ai rejoint un petit peu en retard, du coup, j'ai peut-être pas vu tous les jeux que vous aviez, ou en tout cas les supports que vous pouviez mettre à disposition. Moi, dans mon cas, j'accompagne un public qui n'est pas francophone, ni anglophone pour beaucoup d'entre eux. Est-ce que vous avez des supports qui pourraient être justement utilisés pour un public qui ne parle pas français? Alors, il y a toujours tout ce qui est photolangage. Donc, on a toute une série de cartes comme ça avec des images. Et après, tu pourras trier en fonction de ce qui a du sens pour toi aussi. Il y a tout ce qui est manipulation. De toute façon, changer des ampoules, changer un moteur, c'est du visuel, du physique, quoi. Il y a la brochure, je te l'ai montrée déjà. Tu étais déjà là quand on a montré cette brochure? Elle a pas de texte, à part le titre. Tout le reste, c'est sans texte, c'est juste les chiffres, quoi. Ah oui, d'accord, oui.
c'est pas un jeu en soi, hein, mais Mhm. voilà, parce qu'après, donc le jeu de plateau est comme un Monopoly, mais oui, il y a quand même du texte. Après, si l'animateur fait le lien, ça peut peut-être le faire. C'est vraiment tourné autour des sous, le jeu de plateau. C'est-à-dire, je mets un peu de sous pour m'acheter un mousseur, un couvercle, une douchette économe, et à la fin de l'année, je récupère pas mal d'argent, et ça me permet de faire d'autres investissements. Il y a beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de chiffres. Alors après, voilà, ça dépend si, même sans la langue, si le chiffre, ça peut aider, mais il est un peu plus compliqué. Mais je pense que les manips, ça peut être pas mal. Après, ouais, à voir, à tester, quoi. Merci. On continue du coup? On dirait que oui. Donc la suite. Alors, je fais un suivant. Avant de passer sur la partie changement de comportement, mais je voulais changer de sondage. Voilà. Tchouk, je découvre. Donc je vous remets un petit sondage pour recueillir un peu. Tu vas jouer aussi. Ah, oui. Pour vous, qu'est-ce que c'est le changement de comportement? Voilà, donc là, il y a une seule question, mais plus d'options. Je crois que vous avez le choix. Je pense que vous pouvez en choisir plusieurs, si je me rappelle bien. Ah non, on ne peut pas. Non, c'est une seule. Bon, ben alors, faut... Ouais. Allez. C'est bien. Comme là, c'est très diaporama, c'est pour mettre un peu de... Ah tiens. 5 de 5. Donc, on a tout le monde. Avec les mots marketing qui fait peur. Je ferme le vote, je vous montre ça. Et donc, il y a une personne qui doit m'expliquer une autre vision du changement de comportement. C'est ça. Je crois que c'est moi, du coup. Ouais. Pour moi, le changement de comportement, ce serait à partir du moment où donc, la personne qui a reçu un témoignage, une sensibilisation, une formation a une certaine prise de conscience et du coup va adapter ses gestes. Ok. D'accord, je note. Okay. Et du coup, la première option, te convenait pas? Non, parce qu'il peut y avoir une sensibilisation sans forcément après un changement de comportement. Ok. Je pense. D'accord. Ça marche. Et puis, je vois quelque chose dans le long terme aussi sur le changement de comportement. Parce que, par exemple, un peu de manipulation, ça peut être très bref et pour au final ne pas changer son comportement sur le long terme. C'est une grande question, ouais. Les autres, vous voulez préciser votre choix un peu ou vous voulez commenter? Pas la peine? On continue. Donc, j'arrête de vous montrer les trucs. Et je vous partage. Comment je fais avec ça? Je fais comme ça. Mon deuxième diaporama. C'est quoi? Changement de comportement, on est bon. J'espère que c'est le bon. Non, c'est pas le bon, ça c'est la fin de l'autre. Excusez-moi, nouveau partage. Je pense que j'ai toujours de choses ouvertes. C'est bizarre ça. Alors, on va sortir de tout ça. Ça ne voit pas forcément ici. Je peux pas faire ça là? Ah là là. Excusez-moi. Ah, ça y est. Je sais ce qu'il faut que je fasse.
déjà que j'arrive à mettre ma souris sur l'écran du bas. Tu veux que je montre? Si tu veux, mais je reprends. J'ai un problème de... Voilà. Super. Ça y est, je trouvais. Changement de comportement. On y va. D'abord là. Donc, je vais passer... ça va être assez dense, hein, pour qu'on ait un peu de temps pour échanger à la fin. Accrochez-vous. Donc, c'est quoi le sondage? On vient de le faire. Pour comprendre comment est-ce qu'on peut changer de comportement, il faut déjà comprendre comment est-ce qu'on fait des choix, comment est-ce qu'on prend des décisions, les êtres humains en général. Donc, il y a beaucoup de travail des sciences sociales autour de tout ça en ce moment. Et voilà, donc re-sondage. Je vous le fais en vrai aussi. C'est pas possible, ça change d'écran. Bon. Sur ces affirmations, est-ce que voilà, vous reconnaissez dans une d'entre elles? Vous pouvez faire à la main 1, 2, 3, 6. La 1, la 2. Ah bah toutes là. Alors, qui c'est qui se reconnaît dans la 6? Pas trop. Donc, c'est une petite diapo juste pour vous montrer que voilà, on n'est pas des êtres complètement rationnels. Et en fait, donc j'ai appris qu'on prend à peu près 5000 décisions par jour. Alors, pas des grosses décisions de se marier, changer de boulot ou quoi, mais comment je m'habille ce matin, qu'est-ce que je prends au petit-déj, est-ce que je prends le bus ou je fais mon trajet à pied, qui c'est qui amène les enfants à l'école, etc. À la fin de la journée, ça fait 5000. Ce n'est pas des décisions qui vont changer votre vie, mais le fait est que vous ne les prenez pas de façon rationnelle en faisant le pour et le contre, en faisant tout le chemin de l'idéal rationnel pour ces choix-là. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, si on ne prend pas ces décisions de façon rationnelle, on le fait autrement. Et on le fait souvent en suivant des biais cognitifs. Ce sont des raccourcis dans notre cerveau. Pour dire ça autrement, donc il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman qui est une pointure dans ce domaine et vous pourrez aller chercher des vidéos en ligne si vous êtes à l'aise avec l'anglais, qui part du principe, qui arrive à la conclusion qu'il y a 2 fonctionnements dans notre cerveau. Un système 1 qui est représenté là sur l'image par le petit lapin, qui est du coup rapide, et c'est bien là où on a tous nos biais, qui est celui qu'on partage avec le règne animal, où on a tous nos réflexes, toutes nos émotions, tous ces automatismes qui rentrent en ligne de compte. Et quand je vous dis 2 plus 2, en fait, vous ne réfléchissez pas, on est conditionné, on sait que c'est 4. L'autre système, le système 2, c'est bien le système rationnel qui est plutôt propre aux humains, qui nous a permis d'aller sur la Lune, de déchiffrer l'ADN, de faire des trucs absolument incroyables, d'inventer des ordinateurs, et donc de pouvoir se voir en visio aujourd'hui. Mais on n'aime pas trop y aller. Spontanément, si on peut résoudre notre quotidien avec le système 1, on est très content. Et le système 2, c'est vraiment quand on n'a pas le choix. Hein, si je vous dis 322 divisé par 7, là je sens la petite goutte là, de sueur qui perle. Sans calculatrice s'il vous plaît. Donc voilà, je pense que c'est une image qui nous permet de bien retenir qu'au quotidien, les êtres humains ne fonctionnent pas de façon purement rationnelle. Et donc, si on veut les aider à changer de comportement, il ne faut pas qu'on s'adresse à eux en se disant que la formation suffira. Donc, la conclusion un peu rapide, hein, mais c'est qu'en effet, les informations, ça ne suffit pas à changer de comportement. Les attitudes qu'on peut avoir
pro-environnement, pro-santé, pro je ne sais pas quoi, eh ben, ça ne suffit pas non plus. Les intentions, je pense on est tous passés par cette phase de tiens, je m'inscris à la gym et puis j'y vais pas ou autre. Quand on travaille sur de l'information, eh ben, on obtient des gens mieux informés. Quand on travaille sur les attitudes, eh ben, on obtient un changement dans les attitudes. Quand on travaille sur les intentions, on obtient des évolutions sur les intentions, mais pas forcément des évolutions de comportement. Je pense que ça fait des bons terreaux. Je pense que ça fait vraiment un bon terreau. C'est pas inutile, mais c'est pas le même boulot. Donc, comment on s'y prend alors pour changer ou pour accompagner le changement? On a vu, c'est pas juste le cerveau, il n'y a pas que du rationnel là-dedans. Donc là, c'est très joli, on a mis un cœur, mais c'est des émotions, c'est aussi donc les biais. Dans les biais, pour vous dire vite fait, il y a les habitudes. On fait comme on a fait hier, comme on a fait avant-hier, comme faisaient nos parents, comme faisaient nos grands-parents. C'est pas vrai pour tout, mais c'est vrai pour un certain nombre de choses. On fait comme font les autres. On fait des fois parce qu'on complète des informations qu'on n'a pas, on remplit les trous, on pense avoir un morceau d'information, puis on se dit ben, la suite, ça va être ça, et on ne va pas vérifier, etc. etc. Il y a plusieurs modèles qui soutiennent un peu les théories du changement de comportement. Je vous montre celui-ci parce qu'il est très connu dans le monde voilà, la sensibilisation, l'éducation à l'environnement. C'est celui de Prochaska et Di Clemente qui a été fait à l'origine pour des questions de santé, et notamment par rapport aux addictions. Et j'ai mis des cercles partout, c'est bien pour dire que ce n'est pas quelque chose de linéaire. C'est quand même souvent présenté sous forme de quelque chose de linéaire. L'idée, c'est que donc pré-contemplation, c'est une étape où on ne se sent pas concerné par le sujet, voire on n'en a même pas entendu parler. Contemplation, ben, y a quelqu'un qui me parle de au fait, tu sais qu'on peut faire des économies d'énergie, si ceci, mais bon, je vais peut-être pas forcément me sentir prêt à agir, mais je me dis tiens, il y a peut-être un truc à faire. Préparation, c'est je me renseigne de façon un peu plus active, j'essaye quelque chose, je vais demander aux voisins, à la famille, mais vous faites comment ça. Action, ben, j'y vais. Dans la phase de préparation, on peut tester aussi. Donc, les ateliers, ils servent bien à ça. Je teste, je fais un essai, je me rends compte que je peux le faire. L'action, ben, je m'y mets. Et je peux revenir en arrière. Hein. Je mets à faire mon trajet domicile, boulot à vélo et je me prends une belle pluie. Il y a des chances que je revienne en arrière quand même. Hein, c'est toujours pas linéaire. On considère qu'au bout d'un moment, les actions qui sont prises pendant un certain temps, elles vont finir par être maintenues dans le temps et on arrive à une étape de finalisation, on n'y pense même pas. Je pense que vous ne jetez pas de verre ailleurs que dans la poubelle de tri du verre. Et alors que peut-être quand on était enfant, c'était pas si évident que ça. Je vais vous passer un autre modèle après. J'ai mal rangé mes diapos. Donc, quand je dis accompagner le changement, en effet, on a vu, il y a tout un tas de processus. Et l'idée, c'est pas que on va faire changer les gens, mais les gens vont changer et on peut les accompagner à penser à ça et à aller vers un changement. Mais c'est un peu présomptueux de dire qu'on va forcer le changement, entre guillemets. Et en effet, l'idée, c'est pas d'aller dans la manipulation, mais bien laisser le choix toujours. Donc, on récapitule. Les personnes ne sont pas rationnelles. Travailler sur l'information, sur l'attitude, l'intention, ce n'est pas travailler sur le comportement. Donc, on va se concentrer sur ce que les personnes font. Si on veut travailler sur les comportements, on va regarder ce que les personnes font aujourd'hui, comprendre pourquoi elles le font et ce qu'on pourrait faire pour que ce comportement il change. Et il y a deux axes rapides qui sont de rendre le comportement facile. Donc là, au niveau du marketing, en effet, ils ont déjà beaucoup avancé sur ces questions-là. Donc, il y a les produits qui sont mis en tête de gondole, qui sont mis au niveau des caisses, les clics faciles pour nous faire acheter. Et rajouter de la pression, on va en reparler, mais là, j'ai mis l'image du vilain petit canard. Si on travaille sur le levier de la norme sociale, ça peut... Voilà, si on dit tout le monde le fait sauf vous, ben, allez hop au boulot, quoi. Ça
c'est un peu deux grands axes de travail. On va rentrer dans le détail. Donc, un autre modèle que je trouve intéressant, qui vient de Grande-Bretagne, s'appelle COMBI. Donc, c'est les initiales de ce qu'il y a sur la petite roulette. Capability, c'est pour tout ce qui est je me sens capable de faire. Alors, il y a la partie physique. Par exemple, si je veux aller à vélo au boulot, il faut que je sache faire du vélo, il faut que je sois à peu près en forme physiquement. Et car partie psychologique, c'est les connaissances. Hein, c'est vraiment autour de la connaissance. Il faut, par exemple, que je sache m'orienter sur une carte pour étudier mon trajet et puis que j'ai appris à faire du vélo. En termes d'opportunités, l'opportunité physique, ça va être dans le temps et dans l'espace. Donc, si on garde l'exemple du vélo, c'est la piste cyclable. C'est est-ce qu'entre le temps où je dépose mes gamins à l'école et le temps où je dois démarrer mon job, il y a le temps vraiment d'aller à vélo à mon boulot. L'opportunité sociale, c'est est-ce que c'est culturellement OK dans mon entreprise, dans mon établissement, d'arriver à vélo, tout transpirant, même s'il y a une douche. Enfin, ça ferait partie des opportunités physiques. Il faut qu'il y ait une douche en arrivant pour que je me remette un peu en état. Et au niveau de la motivation, il y a donc les motivations qu'on appelle automatiques et qui vont être comme ça de l'ordre du réflexe, de l'émotion. J'ai envie d'eux. Et puis, il y a tout ce qui est plus réfléchi. Et là, s'il y a des personnes, en effet, quand elles ont l'information, elles arrivent à se dire, moi, j'ai envie d'avoir une vie plus carrée avec mes valeurs, donc je vais aller dans ce sens-là et je vais prendre en place. Et donc, l'idée, c'est que le comportement, il est composé de tous ces facteurs-là et on peut travailler, alors déjà, on peut évaluer en faisant le tour de ces facteurs, mais on peut aussi travailler au changement de comportement sur l'un ou l'autre de ces éléments et voir ce que ça donne. C'est impossible, je pense, d'imaginer une intervention qui touche à tout, mais sur une évaluation de départ, on va voir qu'est-ce qui manque. Et alors, on peut travailler là où il y a des trous dans la raquette. C'est très vite présenté, ce modèle, mais ça vous donne une idée. Et j'aime bien, moi, ce côté assez simple avec un trinôme, et dessous, il y a deux options pour chaque. Donc, quand on veut travailler au changement de comportement, d'une part, on essaye de comprendre d'abord, il y a toute une partie d'analyse, de comprendre, tiens, mais pourquoi les gens ne font pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Et on se centre sur un seul comportement. Donc là, si on veut faire des économies d'énergie dans un logement, il faut qu'on dise, est-ce qu'on veut travailler en priorité sur le thermostat, la température que les gens mettent chez eux? Est-ce qu'on veut travailler sur les veilles? Donc, on va aller chercher. À ce moment-là, on essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui le comportement qu'on vise n'est pas mis en place. Et ça nous aide à choisir une intervention. Donc, l'atelier, c'est une des interventions possibles qu'on vous a proposées, clé en main. Mais il faut savoir que dans le changement de comportement en général, on pourrait avoir d'autres types d'interventions. On va en voir quelques-unes en exemple vite fait. Et forcément, à la fin, une étape d'évaluation qui nous permet de voir si ce qu'on a fait, ça porte ses fruits. Donc, des outils concrets. Donc, il y a tout ce qui est participation. Donc, quand vous faites un atelier, on est bien là-dedans. On fait ensemble, on manipule, on teste, on se voit, on prend du temps sur son agenda. Là, c'est un exemple où des salariés d'un espace de coworking avaient travaillé à co-concevoir l'interface d'un logiciel qui allait leur donner les informations de consommation de leur bâtiment en temps réel. Voilà, pour qu'eux, après, ils pensent à baisser le chauffage, éteindre les lumières, etc. Quand on engage les participants, je trouve que c'est important de prendre en compte leur retour. Parce qu'on leur demande de participer, on leur demande du temps, de l'énergie, de la réflexion. Donc, il faut être prêt à prendre de l'énergie pour revenir vers eux et dire oui, ce que vous nous avez dit, on s'en est servi, on va changer ceci ou cela. Et ça a du sens, sinon vous les perdez pour la prochaine fois, quoi.
Les nudges. Donc, les nudges, c'est un outil qui a fait pas mal parler de lui. Donc, vous en avez peut-être entendu en termes d'économie, mais aussi en termes de comportement, développement durable. L'idée, c'est un coup de pouce. Le nudge, ça peut se traduire par coup de pouce pour aller vers le bon choix. Donc, je redis, hein, l'idée, c'est bien de laisser le choix. Les gens, ils font bien ce qu'ils veulent. S'ils veulent jeter leur chewing-gum par terre, ils peuvent continuer à le faire. Mais là, à Besançon, on leur propose un panneau sur lequel ils peuvent coller leur chewing-gum. C'est un bloc-notes, en fait, où il y a plusieurs pages. Et les personnes, les employés de la ville n'ont plus qu'à arracher la page pour ramasser les chewing-gums. Ça fait tout ça qui n'est pas par terre. Visiblement, c'est très, très cher de ramasser les chewing-gums au sol. Donc, ils ont inventé ça. Et pour pallier au fait, on parlait d'un changement de comportement qui se fait dans la durée. On sait toujours que les nudges, ils ont un temps un peu de péremption. Il y a un effet nouveauté qui fonctionne. Les gens, ils trouvent ça sympa, c'est rigolo. Et là, dans leur bloc-notes, quand on change de page, il y a une image différente. Ce qui fait que ça pallie un peu à ce côté date de péremption, on va dire. D'autres exemples de nudge. Donc là, à gauche, c'est une image où on invite les personnes à prendre l'escalier plutôt que l'escalator, en valorisant le côté sportif de ce geste-là. Et sur l'image de droite, une idée pour réduire le gaspillage alimentaire dans des restaurants de type buffet ou des cantines de type buffet libre. D'avoir des assiettes plus petites, en fait, ça suffit. Donc là, sur cette assiette plus petite, je trouve ça intéressant parce qu'on n'a même pas sensibilisé, en fait, le public. On a juste changé le contexte physique. On parlait d'opportunités physiques. On change la taille d'assiette. Voilà, il n'y a pas eu tout un travail de campagne d'information autour. Juste, le contexte est différent et ça a un impact. Donc, un autre outil, je pense, assez simple et pertinent, c'est d'avoir la bonne info au bon endroit, au bon moment. Donc là, c'est mon petit moment de témoignage personnel. Il y a 3 voitures à S-Pull qui sont disponibles pour les déplacements professionnels. 2 au diesel, 1 à l'essence. Et donc, j'ai commis l'énorme boulette il y a quelques années, alors que nous n'avions aucune étiquette sur la trappe de carburant, de mettre du diesel dans un véhicule à essence. Voilà, donc j'ai fait une fois, j'ai pas refait. Ça marque aussi, mais voilà, l'étiquette, c'est très efficace. C'est au bon endroit, au bon moment, parce que l'info, je l'avais. Dans le livret salarié, il y avait tout ce qu'il faut. Dans mon bureau, j'avais ça quelque part dans un dossier, le bon carburant pour chaque voiture. Mais arrivé à la pompe, j'ai fait comme d'hab. J'ai pris le biais cognitif de l'habitude. Je prenais toujours la voiture à essence. Là, à essence. Là, j'avais la diesel. Bref, je ne sais plus, dans un sens ou l'autre. Mais voilà. Et donc, on parlait tout à l'heure de la norme sociale. Donc, la norme sociale, c'est bien le fait que quand on parle de bon comportement, et nous, sur les questions d'énergie, d'environnement, en général, on propose des comportements qui sont socialement acceptés et donc mettre la pression lorsqu'il y a une norme qui est en train de se dessiner ou qui existe, ça peut être utile. Voilà, parce qu'on n'a pas envie d'être le seul qui jette ses papiers par terre, qui trie pas ses déchets, etc. Donc là, Doctolib, ils le font. Quand on a pris un rendez-vous, un petit peu avant le rendez-vous, vous envoie un petit message en disant attention, donc j'ai mis une flèche rouge, 95% des patients se présentent au rendez-vous ou ils annulent. Il n'y a que 5% quand même de mauvais élèves qui ne prennent même pas le temps d'annuler. Donc ça vous fout la pression, en fait. Vous dites, j'ai pas envie de faire partie des 5%. C'est exactement ça qu'on propose. À savoir, sur cet élément de norme sociale, que plus vous êtes proche de votre public, en zone géographique par exemple, plus ça marche. Donc là, Doctolib, ils ont une échelle qui est vaste, donc ils ne font pas ça. Mais si vous dites dans ce bâtiment, ça aura plus d'impact. 90% des habitants de ce bâtiment je sais pas, baissent le chauffage en sortant de leur logement.
on se sent plus concerné. C'est les gens qui sont juste à côté de moi. Ça a été testé dans un hôtel par rapport au fait de laisser sa serviette, garder ses serviettes sur plusieurs nuits plutôt que de les faire laver à chaque fois. Et en effet, plus on se rapprochait, si on disait de l'hôtel, de cette aile de l'hôtel ou de cette chambre, ça a changé la donne. Donc voilà, proximité géographique. Et je me pose la question si temporel, ça marcherait aussi. Si on dit sur le dernier mois, la dernière année ou les 10 dernières années, est-ce qu'on dilue un peu l'effet? Donc voilà pour les outils de... Alors, ce n'est pas les seuls outils. Hein. Là, je vous en ai présenté 4, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est des outils qui fonctionnent bien. Et je voulais aussi vous parler de posture d'animation. Donc, à nouveau, je vous fais référence à Lara Mank-Joubert parce que c'est avec elle que j'ai appris ça et je trouve ça utile, notamment quand on anime un atelier, hein, quand on est en face à du public. Vous allez passer d'une à l'autre posture. Ce n'est pas que chacun a une posture différente, c'est que selon le moment de l'animation, le moment de ce que vous présentez à votre public, vous n'êtes pas dans la même énergie. Et c'est bien de le savoir. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Pour accompagner du coup les animations. Donc, il y a une posture qui est d'expertise. C'est vraiment là dans le cœur de l'atelier, quand vous apportez des savoirs, des savoir-faire, on teste le mousseur, j'apporte des informations complémentaires sur les économies d'énergie. Vous devez maîtriser votre sujet pour avoir cette légitimité-là, mais c'est vraiment le côté de connaissances et compétences. Il y a d'autres moments, typiquement à l'accueil café, où vous êtes dans une dynamique d'animation, de relations humaines, de chaleur, de convivialité. C'est aussi quand vous relancez le truc et que vous mettez un peu d'humour. Et voilà, tout ça, c'est de l'animation, c'est important, ça fait le liant. Et voilà, on oscille du coup de l'un à l'autre. Et le dernier, qui est moins évident, je dirais, mais qui est très pertinent quand on parle de changement de comportement, c'est la facilitation. Donc, c'est bien ce moment où vous allez dire, tiens, maintenant, on prend un temps chacun, vous regardez votre feuille avec les images et vous essayez de réfléchir quelle est l'image qui représente le geste que vous voulez mettre en place chez vous en rentrant. Et là, vous laissez faire. Et là, vous n'êtes pas sur le devant de la scène. Vous êtes en retrait, vous êtes à l'écoute, vous voyez ce qui se passe pas. Pareil, si vous invitez les gens à échanger en binôme, vous êtes un peu en retrait, puis vous allez peut-être capter des choses. On est toujours un peu en facilitation quand on accompagne un groupe, on sent un peu ce qui se passe. Mais après, il y a des moments dans l'animation d'un atelier où ça doit être votre posture principale. Voilà. En ce qui me concerne, on a fait le tour. Et on a 10 minutes pour échanger, c'est pas mal. Donc, je vais arrêter tous ces partages. Hop, qu'on vous voit bien. On va relancer le sondage du début. Voir si ça a changé quelque chose pour vous. Continuez. Vous l'avez? Super. Il est arrivé propre. Moi, je vais mettre un peu d'ordre sur mon bureau. T'as les résultats qui apparaissent. Moi, oui, je sais combien de personnes ont voté. Il y a une personne qui doit encore valider. Moi, j'ai pas voté. Ah bon, on arrête là. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Hop, je vous montre tout ça. Donc là, on ne doit pas être loin de ce qu'on avait au début. Hop. Sur la première question. Sur la deuxième, on fait mieux qu'au début. Ouf! Je me sens utile, c'est bien.
Et sur la dernière, on est comme au début. Manon, je pense que tu nous rejoins sur les peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oui. Ça, je peux fermer. Et temps d'échange, de partage, de questions. Sachant que le message que vous devez retenir, c'est qu'on est là pour vous servir de ressources, à la fois pour échanger, pour du prêt de matériel, pour la recherche d'informations, etc. Manon. Tout à l'heure, on a parlé de Solia. Je voudrais juste savoir un peu plus ce qu'ils font, du coup. Et si vous travaillez en partenariat avec eux, du coup. Je ne sais pas si tu as vu dans le chat, Muriel a mis le... Ah oui, les... Ok. Donc Solia, leur ancien nom, c'est Pactarim. Voilà, si jamais vous aviez entendu parler des pactes. C'est juste pour dire que Pactarim, pacte, ça voulait dire propagande et action contre les taudis. Ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Donc depuis 1945, ils œuvrent pour donc la rénovation des logements des personnes les plus défavorisées. Ça a évolué depuis. Et donc sur le département du Rhône et sur la métropole de Lyon, qui est aussi un département, vous savez, eh bien, ils ont une convention spéciale précarité énergétique pour intervenir auprès des personnes qui sont dans une situation particulièrement difficile. Donc, ils ont une équipe spéciale pour ça. Et ça leur permet d'intervenir pour des locataires, chose qui est compliquée dans un autre cadre. J'expliquerai après pourquoi. Ils interviennent aussi au niveau des propriétaires occupants, ça c'est certain. Mais au niveau des locataires, ce qui est difficile, c'est qu'il existe très peu d'aide financière. Mais là, dans le cadre de ce dispositif-là, eh bien, ils ont la possibilité déjà d'aller sur place, de donner aussi du petit matériel d'économie d'énergie et d'eau, et d'activer d'autres aides. Mais ce qui est compliqué dans l'habitat privé, en location, c'est que les aides qui existent sont très faibles. Et en général, elles sont conditionnées par un loyer bas, c'est-à-dire qu'il faut que le propriétaire bailleur conventionne le logement, c'est-à-dire applique un niveau de loyer qui est beaucoup plus bas, en tout cas dans l'agglomération lyonnaise, que le marché. C'est pourquoi ils sont peu motivés. Voilà. Merci. D'autres questions? Hervé. Oui, alors du coup, en fait, moi je me posais la question parce qu'on on loge des jeunes dans des appartements, donc ils n'ont pas à payer les sources d'énergie. Et l'atelier, ce serait pour les sensibiliser pour l'avenir. Mais en même temps, je pensais qu'on pourrait peut-être faire aussi mettre en place un jeu entre appartements, c'est-à-dire de mesurer la consommation d'énergie par semaine ou par mois et le meilleur gagne. Enfin, donc, on a des bénéficiaires qui sont entre 18 et 25 ans. Je pense que ça peut être pas mal d'animer cette sensibilisation par ce biais-là. Donc, je veux savoir ce que vous en pensiez ou ce que vous avez des idées à m'apporter là-dessus. C'est surtout que je me demande matériellement comment on peut faire. Donc, il y a la question du wattmètre qu'on vous a montré à la dernière séance, vous savez. Parce que du coup, ils ne payent pas, mais il y a quand même des compteurs individuels. C'est un peu ça là. Ouais. Et voilà, en fait, c'est des appartements qui ne sont pas au même endroit. Donc, en fait, ils ont chacun leur compteur. Donc, en fait, ce serait mesurer leur consommation. Oui, ce serait mesurer leur consommation hebdomadairement ou mensuellement et puis faire puis que les meilleurs gagnent, quoi, voilà. C'est vachement bien. Hein. Oui, alors moi, ça me fait penser à Déclic. Et je ne sais pas dans quelles conditions ils pourraient accéder à Déclic. Après, disons qu'il existe un programme qui s'appelle Déclic, donc qui est déployé chaque année à l'automne.
Voilà, donc il est porté dans l'agglomération lyonnaise par notre association, l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc, ils peuvent s'inscrire. Par contre, ça demande un certain engagement. C'est-à-dire qu'il faut saisir donc dans un logiciel les différentes consommations. Cela dit, si vous, en tant que Hervé, en tant qu'animateur, vous êtes en mesure de le faire, Oui, à la limite, je peux le faire. ça peut être bien parce qu'il est bien fait, ce défi. En plus, ce qui est bien, c'est que ça peut les projeter un peu dans la vie d'après. Enfin, la vie d'après, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais parce qu'ils sont jeunes, en fait, c'est tout. En tout cas, ça peut aussi leur permettre d'être en contact avec d'autres personnes, d'autres familles, etc. Et donc, en général, les gens sont réunis en équipe. Donc, une équipe, en général, ça fait 10 ménages. Voilà. Et vous, du coup, ça serait combien à peu près d'appartements? Là, actuellement, on a 5 appartements. D'accord, 5 appartements, bien. Et peut-être qu'ils peuvent faire une petite équipe. Ouais, ça peut faire peut-être une petite équipe. Ce que je vais faire, c'est que je peux vous mettre en relation avec la personne chez nous qui s'en occupe. Oui, volontiers. Oui. Elle vous explique un peu mieux. Parce que du coup, en effet, il y a un logiciel qui est mis à disposition en ligne et vous allez rentrer les valeurs de consommation dedans et tous les calculs, les courbes, etc. sont faits tout seuls. Par contre, vraiment, la condition, c'est que vous ayez bien les consommations de l'année précédente. Sur l'année en total ou par mois? L'année au total. D'accord, oui, bon, on a trouvé ça sur les factures. Oui, c'est ça. Oui. Avec les factures, c'est bon. Si c'est des apparts qui étaient déjà... Il n'y aura qu'un nouveau appart en fait, qu'on a eu cette année. Sinon, les autres, ils étaient déjà inscrits. Enfin, ils étaient déjà dans nos appartements. Ouais. Mais je pense, oui, à voir avec Marine, du coup. Mais ce jeu qui se passe à l'automne, ça dure sur combien de temps en fait? Eh bien, ça dure pendant toute la période de chauffe. C'est-à-dire, ça se termine en mars, avril, par là. Oui, en mars-avril, on arrête les compteurs. Et puis ensuite, il y a une sorte de fête au mois de mai. D'accord, ok. C'est intéressant et très bien. Merci. Et la personne qui s'en occupe, c'est... Enfin, vous m'envoyez un lien? Oui, c'est Chloé. Chloé, d'accord, très bien. Très bien, merci. Je vous en prie. Aurélie. Antoine, tu as épuisé tes questions? Il n'ose plus. Non, j'étais en train de taper sur le chat le fait que je devais vous quitter dans 1 minute parce que j'ai une autre réunion là juste après. Okay. Moi, j'avais une question, mais je pense que la réponse ne prendra pas forcément 1 minute. C'est sur la mécanique de fonctionnement de Solia. Une fois que effectivement on l'aura quelle promesse on peut faire à un participant qui me dit je suis en précarité, ou qui réalise qu'il est en précarité énergétique et qu'on oriente vers Solia? Quel est le pourcentage de dossiers qui passent effectivement et de chantiers qui sont effectivement menés ou d'actions qui sont effectivement menées? Comment est-ce qu'on peut rendre ça lisible et compréhensible facilement pour quelqu'un qui, d'une part, n'a peut-être pas l'habitude de faire des démarches administratives compliquées, qui ne connaît pas les structures et qui n'a peut-être pas encore confiance dans ces acteurs-là? La notion de confiance, je pense qu'elle est aussi importante entre les animateurs et les participants et puis les futurs intervenants aussi, soit pour maintenir les économies d'énergie, soit pour faire des interventions dans le logement. Ok. Alors, c'est pourquoi Solia a mis en place une fiche de saisine du travailleur social pour le ménage, avec plein d'informations pour savoir si, effectivement, ils peuvent, déjà, si la personne rentre bien dans ce cadre-là et s'ils peuvent faire quelque chose pour elle. Ensuite, effectivement, je suis d'accord avec vous. Moi, ça fait des années que je me pose cette question. On peut effectivement amener des faux espoirs. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a quand même toute une équipe. Et comme je l'ai dit la dernière fois, parfois, le logement n'est pas adapté. Vraiment, tout court, il n'est pas adapté. Donc, il y a cette question du relogement énergétique pour lequel Solia milite depuis une dizaine d'années, qui fait que la personne, elle ne peut pas se maintenir dans ce logement-là parce que les factures seront toujours trop importantes par rapport à son budget. Voilà. Et je vous encourage à en parler avec Joseph s'il n'y a toujours pas répondu. Non, si on arrive à se parler, effectivement. Ouais.
Ou alors avec son technicien. Ouais, je vais peut-être essayer de vous trouver ses coordonnées au technicien. Voilà, si vous avez un contact complémentaire, ça m'intéresse. La technicienne est partie en congé maternité, mais il faut que je vérifie par elle est en place. Ok. Merci beaucoup. Je suis désolé, je vais partir pas à l'anglaise, mais en tout cas rapidement, parce que je vais enchaîner sur notre réunion. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres paroles, d'autres demandes? Ouais, non. Disons que ça va un peu vous faire répéter comme j'étais pas là au début, mais c'était plus sur vos actions. Vous avez des actions de formation donc auprès de partenaires. Est-ce que vous faites aussi des formations sur place et où sont vos locaux du coup? Alors, nous, nos 2 associations sont à la Gare des Brotteaux à Lyon, donc dans le bâtiment de la Gare des Brotteaux, ce qui fait qu'on est en principe relativement accessible pour venir emprunter du matériel. On peut éventuellement intervenir ponctuellement. Voilà, on n'a pas. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'enveloppe pour intervenir direct. Voilà, moi, je peux éventuellement. Voilà, il faut que je fasse le point sur mon enveloppe plan d'éducation développement durable. Du coup, si vous me demandez, il ne faudrait pas tarder que je puisse voir ce qui rentre ou pas pour l'année prochaine, pour 2021. Okay. Voilà. Mais en effet, je pense que vous avez c'est un sacré défi, puis il faudrait voir plus précisément le contexte. On pourra en reparler. Dans chaque structure, vous avez un public qui est assez différent et dont les contraintes ne sont pas du tout les mêmes, quoi. Voilà. Vous avez des ateliers en vue? Pardon? Je demandais à Aurélie s'il y a des ateliers ou des actions envisagées. C'est des choses qui sont à programmer, notamment en lien avec la MDM de Neuville, du coup. Mais ouais. C'est vrai que pour l'instant, on rattrape notre retard du confinement plutôt qu'autre chose. Donc, on est un peu noyé sous d'autres priorités. J'imagine. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on peut clore là. Oui. Pas de regret. Très bien. Et merci beaucoup. Merci. Et puis, on reviendra vers vous avec du coup les matériels et les replays. Ouais. J'essaierai de compléter le book qui manque là du début par une vidéo. Hein. Et puis voilà, on est toujours en lien. Nous, on dépose une subvention là pour essayer de consolider un peu tout ce qu'on fait et vous proposer un accès facile à tous ces matériels pour pouvoir aussi les mettre à jour ou rajouter des choses nouvelles qui apparaissent et qu'on garde contact de façon un peu en mini-réseau parce que vous êtes chacun dans des structures différentes et pourtant là on vous propose une thématique commune et ça peut être intéressant d'avoir des retours d'expérience de ce que vous faites les uns et les autres. Ça peut nourrir voilà, toutes les personnes du petit réseau. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée. Merci.